Salut à tous, vous êtes sur la Gazette de l'Abîme et c'est la deuxième vidéo que j'enregistre aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, il est bientôt minuit, mais voilà, l'année vient de commencer, j'ai très envie de reprendre le boulot après un hiatus imposé par les fêtes de Noël, etc. Et j'avais très envie de réagir à une critique qui m'a été envoyée par mail début décembre par un abonné de la chaîne, une critique qui porte sur la propension des psychédéliques à véritablement éveiller les consciences, comme c'est un petit peu la... Comme c'est un peu la réputation que ces expériences ont à l'heure où je vous parle. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce genre de critique parce que ça nous invite à penser un peu contre nous-mêmes, et puis c'est une critique qui est intelligente et constructive et qui dépasse la critique ordinaire que je reçois sur la Gazette de l'Abîme, la critique majoritaire qui est que la drogue c'est mal et que quiconque en reconnaîtrait le moindre avantage serait quelqu'un de monstrueux ou de hautement démoniaque, etc. Donc je remercie cette personne de m'avoir adressé cette critique sur laquelle je vous propose de réagir dans cette vidéo. C'est une critique sur laquelle je réagis à chaud. Et je serais vraiment curieux de savoir si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse que de me voir réagir à diverses observations qu'on peut faire au sujet des psychédéliques, du psychonautisme, de l'exploration de la conscience. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à me poser vos propres questions dans les commentaires et je ferai plus de vidéos de ce genre. Et puis voilà, on commence juste après le générique, tranquillement. Bonjour Balthazar, je te contacte car tu connais bien les psychédéliques et que tu as un avis positif sur eux. De mon côté, je suis plus sceptique et j'aurais bien aimé que tu me donnes ton avis. Je suis assez sceptique vis-à-vis de l'ayahuasca, le seul psychédélique que je connaisse un petit peu. Ma critique ne concerne pas mon expérience personnelle, mais plutôt l'impact que les psychédéliques peuvent avoir sur les gens en général. Dans l'entretien que tu as eu avec Olivier Chambon, il explique que les psychédéliques vont avoir tendance à creuser un sillon. Vincent Verrousse t'explique la même chose dans l'entretien que tu as eu avec lui. De mémoire, tu lui demandes si les psychédéliques sont de gauche et il te répond que des psychonautes racistes sont devenus encore plus racistes via les psychédéliques. Dans les trip reports de ta chaîne, certaines personnes expliquent la même chose en disant qu'elles sont devenues encore plus écolo, plus de gauche, plus racistes, plus de droite, etc., etc., etc. Si comme Olivier Chambon l'explique, les psychédéliques creusent un sillon, en quoi cela serait positif? En effet, on pourrait considérer que nous sommes tous un peu dans notre délire personnel, dans notre propre vision du monde. En rencontrant d'autres personnes, et donc d'autres délires, on peut élargir son champ de conscience en étant confronté à des gens qui pensent complètement différemment de nous. Si les psychédéliques creusent un sillon et nous enfoncent plus profondément dans notre délire, comment pouvons-nous modifier notre vision du monde? Merci d'avoir pris le temps de lire ce mail, que j'espère suffisamment clair. Sincères salutations, bonne fête de fin d'année, Benjamin. Eh bien Benjamin, salut. Merci pour ton observation qui, comme je le disais en introduction de cette vidéo, m'invite un peu à penser contre moi-même et contre les idées que j'ai tendance à porter sur cette chaîne. Et je trouve que c'est toujours bien de penser un peu contre soi-même, ça nous empêche de rentrer dans des formes de dogmatisme. Je crains qu'on n'échappe jamais vraiment au dogmatisme, mais c'est bien d'essayer de s'en souvenir et d'essayer de s'en extraire aussi régulièrement que possible. Donc, le cœur de la critique que tu formules, en tout cas telle que je la comprends, c'est que les psychédéliques provoqueraient une sorte de biais de confirmation qui nous enfermerait chacun dans notre propre paradigme, quoi, en bloquant du coup notre capacité à faire évoluer notre vision du monde. La réponse que je choisis de te donner, eh bien, je la tiens du rôle de gardien que j'ai régulièrement endossé ces dernières années, que j'ai encore plus régulièrement endossé cette dernière année, pour permettre à toutes sortes de personnes de faire leur propre expérience dans ce qui me semblait être les meilleures conditions possibles. Et au cours de ces accompagnements, eh bien, j'ai eu l'occasion de m'apercevoir que malgré tous les clichés qui sont véhiculés autour de l'expérience psychédélique, en réalité, il n'existait pas deux expériences similaires. C'est-à-dire que il m'est arrivé effectivement de rencontrer
un certain nombre de voyageurs qui ont vécu des expériences qui ont pris la forme d'une confirmation de leur mode de vie, c'est-à-dire une sorte de pouce bleu qui leur dit vas-y, continue comme ça, c'est super ce que tu veux, c'est super ce que tu fais, et qui leur offre en quelque sorte une sorte de voyage psychédélique extrêmement harmonieux, extatique, pas loin d'un orgasme de plusieurs heures, et je suis très content pour ces personnes, et je suis très content de les avoir accompagnées. Mais il arrive aussi, peut-être pas aussi régulièrement, mais c'est pas du tout rare pour autant, que le contraire total de ces voyages de confirmation ait lieu, quoi. Il arrive que certains voyages s'avèrent particulièrement pénibles parce qu'ils forcent en quelque sorte le voyageur à réaliser que la vision qu'il porte sur le monde, ou que le comportement qu'il a vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son entourage ou vis-à-vis du monde, lui est préjudiciable ou lui est toxique, quoi. Et qu'il n'avait pas conscience de cet aspect préjudiciable ou de cette toxicité, ce qui généralement occasionne un voyage extrêmement chaotique, extrêmement désagréable, les voyages qu'on appelle les bad trips, quoi, et qui obligent à une certaine prise de conscience qui normalement se suit d'un certain nombre de transformations, quoi. Et tout ça m'amène d'ailleurs à un troisième type de voyage. Il existe bien évidemment des centaines de milliers de voyages différents, chaque voyage est absolument différent, mais si vraiment on doit les placer dans des catégories, moi je remarque qu'il existe aussi des voyages qui, sans être ni agréables ni désagréables, s'avèrent en réalité paradoxaux, c'est-à-dire des voyages qui confrontent le voyageur à la réalisation d'un paradoxe. Paradoxe dont ils prennent conscience au cours de ce voyage et avec lequel ils doivent désormais composer le reste de leur vie. Par exemple, j'ai le souvenir d'une chercheuse en biologie que j'ai accompagnée, donc une personne qui travaille dans un environnement qui réclame une certaine objectivité et un certain sens de la rationalité pour travailler correctement, et qui, au cours de son voyage, s'est expérimentée comme une sorte de grande prêtresse guérisseuse, quoi. Et pour elle, c'était pas du tout un délire, en fait. C'était pas du tout une vision qui méritait d'être jetée à la poubelle. En fait, cette vision-là, elle faisait écho, elle entrait en résonance avec quelque chose qui avait un sens profond pour elle, quelque chose qui devait être reconnu, qui devait être honoré, quelque chose qui devait participer au choix de vie qu'elle allait prendre dans l'avenir de sa vie, quand bien même c'était un élément somme toute assez éloigné de la base rationnelle sur laquelle elle s'était appuyée pour construire sa vie. En tout cas une base plus rationnelle qu'une vision extatique qui la représente en grande prêtresse spirituelle, quoi. Du coup, le premier point de ma réponse à ta critique, c'est que les psychédéliques, à mon sens, ne font pas du tout que te donner une confirmation de tes croyances initiales. Parfois, c'est absolument le contraire. Ce sont des expériences qui nous poussent à réévaluer nos croyances initiales, que ce soit par un biais agréable, que ce soit par un biais désagréable, ou que ce soit par un biais paradoxal. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est un petit peu moins visible dans ton commentaire, c'est quelque chose qu'il me semble être détectable en sous-texte de ta critique, mais qui me semble bien présent dans ton mail. C'est une sorte de questionnement sur le caractère soit réel, soit illusoire de ces expériences. Et là aussi, ça fait pas mal écho à mon expérience de gardien de voyage, puisque lorsque j'étais amené à tenir ce rôle, eh bien, au lendemain de chaque voyage, j'ai toujours organisé ce qu'on appelle une intégration, c'est-à-dire un espace de discussion, un espace de conversation entre les personnes qui ont voyagé, où il est possible pour chacune de ces personnes de rendre compte de ce qui a été perçu, de ce qui a été expérimenté, et qui constitue en fait une sorte de sas de décompression entre l'expérience psychédélique et le retour à la vie quotidienne. Pour moi, c'est un élément qui est très très important
de l'expérience psychédélique dans son ensemble, puisqu'il y a l'expérience psychédélique et puis il y a ce qu'on en fait au lendemain de cette expérience, comment est-ce qu'on la transforme, comment est-ce qu'on on l'intègre à notre vie, et cette façon de l'intégrer, elle doit être initiée, à mon sens en tout cas, par une séance d'intégration tout de suite après l'expérience. Et au cours de ces différentes séances d'intégration, il y a une question qui revient extrêmement régulièrement. Et cette question, eh bien, c'est celle que tu sembles poser en sous-texte de ton mail, qui est: dans quelle mesure est-ce que ce qui a été expérimenté est illusoire ou réel? L'expérience psychédélique semble parfois tellement plus réelle que le réel que parfois il est difficile de reposer ses pieds sur notre système de croyance ordinaire, quoi. Tout est chamboulé, tout est transformé, il semble y avoir plus de réalité dans un état qui est proche du rêve, et parfois la réalité telle qu'elle est expérimentée au quotidien, elle semble presque être une sorte de rêve moins réel que l'expérience psychédélique. Bref, c'est un questionnement qui revient régulièrement et qui parfois crée un peu d'anxiété, quoi, chez les personnes qui font la découverte de cette expérience. Et lorsque c'est le cas, ben moi j'ai une petite habitude comme ça. En fait, je sors comme ça un petit proverbe soufi de derrière les fagots que j'aime bien, et qui dit à peu près ceci: la vérité, la réalité, quoi, c'est un miroir qui est tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Et chacun a ramassé un fragment de ce miroir et a déclaré que toute la vérité et toute la réalité se trouvaient dans ce fragment de miroir. Alors, je pense que tu as saisi la métaphore, mais s'il y en a parmi vous qui l'ont pas percuté, ce que ce proverbe dit en réalité, c'est que la réalité neutre, totale, objective, à laquelle on se réfère souvent dans la société occidentale, en réalité, à nous les humains, elle nous est parfaitement inaccessible, quoi. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on est trop engoncé dans les limitations de notre corps, dans les limitations de nos cinq sens, dans les limitations de nos esprits, de nos émotions, dans les limitations qui sont imposées par notre communauté, par notre système de croyances, et qui nous empêchent, globalement, de voir le monde par un autre prisme que le nôtre, en fait. C'est très très difficile de transcender ce prisme-là, c'est quasiment impossible. Les seules fois où on peut réussir à transcender ce prisme, c'est dans les états de transe, en règle générale. Quand je parle d'état de transe, je parle de tous les états qui transcendent l'état ordinaire de conscience, que ce soit la transe chamanique, l'expérience psychédélique, les traumatismes, les changements drastiques de vie, les accidents graves, les EMI, bref, tous ces événements qui soudainement nous obligent à percevoir le monde sous un autre angle que celui qui est le nôtre. Mais ça se fait pas comme ça, quoi. Ça se fait pas comme ça, et généralement c'est des événements qui sont assez violents pour la conscience à l'état ordinaire. Et d'ailleurs, on relate souvent que lors d'expériences comme la DMT, par exemple, ou de fortes doses de LSD, ou d'ayahuasca, ou de champignons psilocybes, eh bien, il arrive souvent que les voyageurs se sentent ployés sous une masse incommensurable d'informations que leur cerveau avait filtrées jusqu'ici, et qui a ouvert toutes les vannes au cours de cette expérience psychédélique. À ce moment-là, tu as toutes les informations qui traversent ton cerveau comme ça, et qui te font ployer, et te font te dissoudre dans cette masse d'informations. Et parfois les dissolutions de l'ego, elles peuvent émaner de ce sentiment-là, quoi, de cette impression de s'être dissolu dans une masse d'informations qui normalement nous étaient inaccessibles et qui d'un coup deviennent accessibles, et qui sont un peu comme cette scène dans Indiana Jones, quand t'as la méchante en fait qui veut obtenir un sceptre ou un calice ou je sais pas quoi qui lui permet d'avoir accès au savoir en fait, et elle a accès à ce savoir, et à un moment donné c'est au début elle fait je sais tout, et puis au bout d'un moment en fait ses
tes yeux ils commencent à brûler, en fait, et elles se volatilisent dans l'espace, quoi, tellement, en fait, la quantité de savoir, la quantité de connaissances et d'informations est tellement insoutenable pour sa personne qu'elle finit par se dissoudre et meurt sous le poids de ces informations. Bah, généralement, c'est quelque chose qui peut se manifester pendant une expérience psychédélique. Et c'est généralement l'occasion de se rendre compte au lendemain de cette expérience que une expérience psychédélique, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une lumière crue braquée sur nos limitations d'être humain, quoi. Les limitations qui sont les nôtres à chacun, et il faut bien admettre que prendre conscience de nos limitations, c'est souvent difficile à admettre. C'est pas un moment forcément très agréable. Mais la transmutation qu'il est possible d'opérer à partir de ce constat-là, c'est que cette limitation, c'est également ce qui fait notre authenticité, notre unicité, ce qui fait que chacun d'entre nous a quelque chose d'indivisible et d'authentique en lui qui reste à découvrir, qui reste à faire émerger. Un truc qui est comme une invitation à découvrir ce qui est souverain en soi, en fait. Et ça, c'est très intéressant, je trouve. C'est probablement ce que je trouve le plus intéressant au cours d'une expérience psychédélique, parce que, comme je le disais, peu importe la manière dont les choses se déroulent, peu importe que le trip soit agréable, désagréable ou paradoxal, pour moi, ces expériences, le cœur de ces expériences, il consiste à retrouver, à se reconnecter ou se souvenir à nouveau des élans primordiaux qui existent en soi. Et apprendre à s'autoriser à vivre en accord avec ces élans primordiaux, et apprendre à vivre en accord avec soi-même et avec la réalité telle qu'on l'aperçoit, qui n'est jamais qu'un tout petit fragment de la réalité, mais qui est le nôtre, en fait. Et moi, je trouve que c'est toujours un putain d'acte de courage que de vivre en accord avec soi-même. Parce que c'est facile à dire comme ça, hein, mais souvent, ça implique de le faire en dépit de toutes sortes de pressions extérieures qui vont de nos proches jusqu'à nos collègues, jusqu'à notre civilisation tout entière, qui a plutôt tendance à vouloir nous pousser vers une forme d'uniformisation, à une catégorisation dans un élément bien précis dans lequel elle voudrait qu'on soit contenu, quoi. Tandis que justement l'expérience psychédélique, ça consiste à prendre le chemin inverse, qui consiste à trouver ce qu'on a d'indivisible et d'authentique et d'indestructible en soi, quoi. Et pour moi, quand on se décide à reconnaître cet élan primordial et à suivre cet élan primordial, on le fait parce qu'il nous apparaît comme évidemment authentique pour nous. Mais ça veut pas dire qu'il semblera authentique aux autres personnes que nous, quoi. On va peut-être passer pour des grands malades, en fait, à n'écouter que ce qu'il y a de souverain en soi. Mais à mon avis, c'est pas grave. À mon avis, si l'expérience psychédélique m'a montré quelque chose de façon répétée, c'est l'importance, justement, de découvrir ce qui est souverain en soi, de reconnaître ce qui est souverain en soi, et de suivre et de faire révérence face à ce qu'il y a de souverain en soi. Parce que c'est notre réalité à chacun d'entre nous. Et peu importe que cette réalité, en fait, prenne la forme d'une quête spirituelle ou au contraire d'une perception extrêmement matérialiste du monde, en fait, l'important, c'est de trouver la sienne et de la suivre. En tout cas pour moi. Et à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, justement, mon intention en tant que gardien, c'est de me positionner en tant que protecteur de l'interaction qui va exister entre une personne et une substance, de façon à ce que la communication qui va s'engager entre les deux puisse être fructueuse. Et pas du tout y poser mes propres intentions autres que celles-ci, quoi. Et c'est aussi la raison pour laquelle, sur la chaîne de la Gazette de l'Abîme, eh bien, j'essaye, en tout cas j'aspire à inviter des profils aussi variés que possible.
des gens qui vont se réclamer du chamanisme, des gens qui vont se réclamer de la science dure, des gens qui vont se réclamer de l'ésotérisme, de la spiritualité, de l'observation objective, du journalisme, de la quête personnelle. Peu m'importe en réalité que les gens soient de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, peu m'importe qu'ils soient communistes, libéraux, capitalistes ou conservateurs. En fait, ce qui m'intéresse quand j'invite quelqu'un sur cette chaîne, c'est parler avec cette personne de ce qu'elle a trouvé d'authentique en elle-même. Et de ce point de vue-là, je dirais que je suis un peu team Krishnamurti, quoi. J'essaye justement de... maintenant que j'estime avoir identifié, en tout cas partiellement, ce qu'il y avait d'authentique et de souverain en moi-même, de mettre ça un petit peu de côté, pour justement permettre aux personnes que j'accueille, que ce soit sur la chaîne, dans des vidéos publiques ou dans les cercles d'intégration que je propose, de permettre à chacun d'exprimer sa propre réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça qui me semble le plus important dans ces expériences. Parce que peu importe au final ce qu'on définit comme étant la réalité ou l'illusion, l'important, à mon avis, c'est ce qui fait sens pour la personne. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Il y a peut-être des trucs que j'ai loupés, mais en tout cas, je pense avoir dit l'essentiel. Voilà. J'espère que ce format vous a plu, c'est un peu plus spontané qu'à l'accoutumée, mais n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous pensez de ces observations. N'hésitez pas à me faire part de vos propres observations dans les commentaires de cette vidéo, parce que vous aurez bien compris qu'avec une perspective pareille, je considère bien que ma parole n'est pas une parole d'évangile, et qu'on a tous besoin des points de vue des uns des autres pour évoluer dans des espaces pareils. Et puis, je vous remercie, comme d'habitude, pour votre attention, pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à cette page. N'oubliez pas qu'on a une page Tipeee sur laquelle vous pouvez nous aider financièrement si vous en avez envie. N'oubliez pas qu'on a une petite boutique désormais qui s'appelle Le Dernier Jardin, une boutique Etsy dont vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Qu'on a aussi des NFT. En ce moment, on vend beaucoup d'art. On vend beaucoup d'art, beaucoup d'illustrations qui sont issues des différents travaux qu'on essaye de proposer sur cette chaîne. Donc jetez-y un œil, ça nous fait toujours plaisir. C'est un autre aspect qu'on adore, Clément et moi, développer sur cette chaîne. C'est toute la démarche artistique qui s'accompagne de cette exploration de la conscience qu'on essaye de mettre en lumière. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.